Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre débat dominical Scène de presse. Scène de presse, le rendez-vous des hommes et femmes de médias de haut vol. Pour vous, ils décryptent en toute liberté les faits majeurs de la semaine. Leurs échanges sont soutenus par des experts à la science connus et reconnus. Au menu de ce 445e numéro, encore un rapport d'une ONG sur le Cameroun, International Crisis Group, vient une fois de plus de publier un rapport sur notre pays. Objet du document, la reconstruction de l'extrême nord. ICJ critique les options prises par le gouvernement et souligne à grands traits ce qu'il qualifie de limite du tout sécuritaire et de l'approche urgentiste. Ce rapport vient s'ajouter à celui sur les réponses gouvernementales aux problèmes en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Réponses présentées comme des mesures cosmétiques. Des rapports que le ministre de la Communication qualifie de réquisitoires à charge. International Crisis Group vient donc s'ajouter à certaines ONG aujourd'hui considérées comme des ennemis du Cameroun au regard du contenu de leurs rapports, parfois aux antipodes de la réalité. Alors, question, quelle crédibilité accorder au rapport de ces organisations non gouvernementales? Scène de presse ouvre le débat. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de la presse et puis en zooming, Sévérin Alégambélé s'arrête sur les contre-vérités contenues dans un article paru dans la lettre du continent. Cette semaine, c'était exactement le 25 octobre dernier. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Jean-Bruno Tagné fait partie de ces journalistes dont la plume alarmiste ne laisse pas indifférente. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le tout nouveau directeur général adjoint chargé de la stratégie, de la prospective et du développement de Canal 2 International, il a commencé par balader sa plume à mutation, puis au journal Le Jour, où il a été chef-service des départements sport, ensuite politique. Le journaliste habitué à faire l'analyse des systèmes nous dira quel crédit apporter au rapport des ONG aujourd'hui. Voici un autre visage bien connu du monde des médias camerounais. Emmanuel Atangana a été le chef de chaîne CRTV Littoral et rédacteur en chef délégué au poste national. Il a surtout été une voix populaire, celle qui animait tous les dimanches matins l'émission Tête d'affiche. Emmanuel prépare un doctorat en sciences politiques à l'université de Douala et partage avec bonheur son savoir-faire avec ses apprenants de l'Institut universitaire de technologie de Douala. Issu de la 27e promotion de l'ESTIC, il est le chef-service CEMAC au poste national. Dr Alain Assomo est enseignant permanent à l'ESTIC et expert en communication et marketing. Diplômé en relations internationales, il a été chargé de communication à la Chambre de commerce internationale. Consultant dans plusieurs ONG et institutions étatiques, il nous donne son avis sur le sujet du soir. Selon lui, les rapports des ONG ont perdu de leur crédibilité. Dr Christian Edmond Pout est diplomate de formation et de carrière. Il a été le rapporteur général entre 2009 et 2013 du cycle de conférences régionales sur la justice transitionnelle en Afrique. Il est le président du think tank Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques. Il dirige le séminaire de géopolitique africaine à l'Institut catholique de Paris et collabore comme Senior Research Associate au Tutu Center for War and Peace Studies de Liverpool Hope University. Il a publié en 2013 Sécurité humaine et diplomatie de l'émergence, enjeux pour le Cameroun. Merci Christelle, nos invités sont tous là ce soir et maintenant place nette à la première une du débat ce soir. Jean-Bruno Tagné, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors question centrale ce soir, quel crédit accorder au rapport des ONG, des rapports qui sont portent sur le Cameroun? Vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, je pense que les ONG sont dans leur rôle parce que évidemment aujourd'hui les ONG
sont de nouveaux acteurs des relations internationales. C'est pour cela que chaque fois que ces organisations non gouvernementales publient des rapports, cela intéresse les États. Et ce sont également des indicateurs qui permettent à ceux qui veulent se rendre dans un pays d'en savoir un peu plus sur la situation de ces pays, que ce soit les droits de l'homme, la justice, le développement, les indices de développement et tout le reste. Donc, je pense que les rapports des ONG sont importants pour tous les pays. Et je suis toujours un tout petit peu amusé lorsque les Camerounais ont une lecture complotiste de tous les rapports qui sont publiés qui concernent le Cameroun. C'est-à-dire qu'on déteste le Cameroun dans le monde, on n'aime pas le Cameroun. Non. Ces ONG ne travaillent pas que sur le Cameroun. Ce sont des ONG qui publient des rapports qui concernent beaucoup d'autres pays dans le monde. Et au lieu de crier haro sur le baudet comme c'est souvent le cas, je pense qu'il est important pour un pays comme le nôtre de lire ces rapports-là de manière froide, essayer de regarder ce qu'il y a d'intéressant et d'essayer de se corriger. Donc j'espère que tout au long de cette émission, on va revenir sur l'usage qu'on peut faire justement de ces rapports. Emmanuel Tangana, bonsoir. Oui, bonsoir Lucrèce, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs et les autres panélistes. Alors vous n'accordez aucune crédibilité à ces rapports-là? Je dois d'abord dire que je partage en partie l'analyse de Jean-Bruno Taillé tout à l'heure, que les ONG sont des acteurs de la société civile internationale dont leurs rapports sont importants pour la gouvernance internationale et la gouvernance même nationale de certains États. Mais je porte en faux par rapport à la crédibilité qu'il faut accorder au dernier rapport. Par ailleurs, à tous les rapports que les ONG font sur le Cameroun, notamment en ce qui concerne la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord et la récente crise dite anglophone dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, ces rapports n'ont aucun crédit parce qu'ils sont truffés d'erreurs et d'allégations factuelles. Ça veut dire que sur les faits, moi je suis journaliste comme Jean-Bruno Taligné l'est également, nous les journalistes, ce qui est important, ce sont les faits. Le rapport de International Crisis Group que j'ai la prétention d'avoir lu n'apporte pas d'effets probables qui peuvent même amener le journaliste que je suis d'aller vérifier sur le terrain les allégations que cette ONG impute aux forces de l'ordre et au gouvernement camerounais. Donc il faut que ces ONG nous donnent la méthode de travail qui est la leur pour accorder une certaine crédibilité finalement à leur rapport qu'ils publient chaque fois contre le Cameroun. Le ministre de la Communication a raison de dire que c'est un rapport à charge contre le gouvernement camerounais. Nous y reviendrons. Christian Pout, bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Alors vous pensez que tout dépend de la qualité du sujet? Oui, effectivement, moi je pense que on peut, si vous voulez, ma posture c'est celle de rechercher un juste milieu entre une forme de diabolisation et puis peut-être quelque chose qui relèverait de l'angélisme vis-à-vis des ONG. On est dans un marché des idées qui est assez saturé, donc on a d'abord un problème de positionnement par rapport à ces grandes organisations, je dirais, de recherche internationale, parce qu'en fait, ONG c'est un peu trop lapidaire pour désigner ces organisations. Il faut faire un distinguo, sinon on amalgame tout le monde. Il y a des associations à caractère scientifique, il y a des défenseurs des droits de l'homme, et les deux en particulier qui se sont, ou que la communication gouvernementale a fait émerger dans l'opinion, c'est ICG et Amnesty International. Et ces deux-là en particulier sont quand même des organisations qui ont par ailleurs une certaine réputation. Donc je pense qu'il faut se positionner un peu différemment par rapport à leur production. Si je considère le rapport qui a été fait récemment sur l'extrême nord, quand vous le parcourez, moi j'ai un problème de recul et de distance. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est très court entre la collecte des idées, la collecte des données et la production du rapport. Donc du coup, je me demande si effectivement on n'est pas simplement dans une synthèse d'opinions qui sont finalement articulées de manière à leur donner une certaine forme de crédibilité, ou en termes de présentation à leur
conférer une forme de rigueur qui peut apparaître scientifique à première vue. Donc c'est la première question qui se pose. La deuxième, peut-être observation que je voudrais faire, c'est que il faudrait aussi peut-être comprendre pourquoi on s'intéresse au Cameroun. Et ça me semble absolument indispensable. On s'intéresse au Cameroun aujourd'hui, que ce soit ces ONG, que ce soit les pays amis, que ce soit les organisations internationales, parce que le Cameroun est quand même, avec le Mexique, avec la Turquie et avec l'Ukraine, ce qu'on appelle en géopolitique un pays pivot. C'est un pays qui est à la charnière entre deux importantes régions africaines, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. D'un côté, 400 millions de personnes en Afrique de l'Ouest d'ici 2020, de l'autre, à peu près 150 millions de personnes si vous élargissez à la RDC et à l'Angola. Donc c'est un pays dont la stabilité dépend du contexte régional, mais c'est aussi un pays qui est aujourd'hui dans une sorte d'axe de crise où il reste le seul pays debout. Et je pense qu'il y a... Est-ce que vous pensez, comme une certaine opinion nationale, qu'il s'agit que derrière ces ONG se cachent des personnes qui voudraient faire main basse sur les richesses du Cameroun? Non, je pense qu'il faut lire l'actualité et la production de ces acteurs, de ces key opinion leaders à un autre niveau. Il faut la lire dans un texte vraiment de lancement d'alerte, comme l'a souligné M. Tanier tout à l'heure, parce que c'est très important aujourd'hui de comprendre que le Cameroun, dans sa position de pivot et dans le contexte volatile, sécuritaire dans lequel il évolue, doit faire l'objet d'une attention particulière parce qu'il est le verrou aujourd'hui en termes de stabilité de deux sous-régions. Et ça, c'est très important. Alain Assomo, bonsoir. Bonsoir, les presses. Alors, Christian Pouta a commencé à parler tout à l'heure, non, c'était plutôt Emmanuel Tangara qui a commencé à parler tout à l'heure de la méthodologie utilisée. Vous pensez que la crédibilité de ces rapports dépend de la méthodologie que ces ONG ont utilisée? Tout à fait. En plus de la méthodologie, je vais interroger à la fois des facteurs liés à l'histoire, des facteurs méthodologiques bien entendu, et des facteurs liés même au financement de ces ONG. Je vais commencer par l'histoire. Il faut indiquer que dès le début des années 1960, ces ONG qui font partie, n'est-ce pas, des systèmes d'alerte précoce non gouvernementaux, parce qu'à côté d'eux, il y a également des systèmes gouvernementaux et des systèmes interétatiques. Ces ONG donc ont effectivement eu une certaine crédibilité, surtout dans un monde où la mouvance Est-Ouest, n'est-ce pas, prêtait à plusieurs conflits. Ces ONG ont pu prévenir plusieurs conflits, mais au fil du temps, on a pu constater que, surtout avec la fin de l'antagonisme Est-Ouest, les ONG se sont lancées, d'abord ils sont multipliés, et puis elles se sont lancées, n'est-ce pas, beaucoup plus dans d'autres marchés, notamment le marché tiers-mondiste, le marché africain et autres. Et ont commencé progressivement à perdre la crédibilité, surtout que même les donneurs estiment que ces ONG sont, pour la plupart, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, pratiquement, parfois à charge, contre certains États, et peut donc parfois les mettre à mal, eux-mêmes, ces donneurs-là. On va revenir sur les donneurs tout à l'heure. Au niveau épistémologique, je pense qu'il y a un problème de méthode, effectivement. Surtout concernant ICG. Autant, beaucoup d'autres ONG indiquent clairement leur méthodologie en termes, n'est-ce pas, d'outillage quantitatif, qualitatif, autant au niveau de ICG, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on a du mal, effectivement, à avoir une lisibilité quant à la méthodologie appliquée par cette ONG. Et donc, maintenant, au niveau du financement même, quand même, je vais noter que, concernant ICG, a reçu en 2016 pratiquement 72% de ces financements de la part d'acteurs mondiaux intéressés. Je vais vous parler des États, je vais vous parler des grandes entreprises. À partir de là, on peut commencer à questionner, n'est-ce pas, la crédibilité même de ces rapports aussi. Jean-Bruno Tanier, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ces rapports de manière plus précise. Vous qui disiez tantôt qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'est-ce qui vous semble digne d'intérêt dans ces rapports-là? Si on prend par exemple celui de l'extrême nord ou alors celui sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qui vous semble digne d'intérêt là-dedans? Alors l'une des choses qui semble avoir ébouriffé le gouvernement camerounais dans le rapport de International Crisis Group en ce qui concerne la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est lorsqu'ils disent par exemple
que jusqu'à présent, les solutions qui ont été apportées sont essentiellement cosmétiques et que le président de la République doit prendre ses responsabilités et apporter des solutions politiques à cette crise. Est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai. La preuve, la crise dure depuis 1 an. Si on avait apporté des solutions politiques crédibles à cette crise, sauf qu'au départ, ce n'était pas une crise politique, oui, c'était des revendications corporatistes. N'empêche, la crise a commencé par des revendications corporatistes qui ont été adressées, qui ont voire été solutionnées. qui ont migré pour devenir des questions politiques. Il faut bien qu'on résolve les problèmes qui sont posés. Lorsque dans ce même rapport, on dit que la répression a été disproportionnée, c'est-à-dire que les forces de l'ordre ont utilisé des moyens qui étaient disproportionnés par rapport à la menace en face, ce n'est pas faux. On a tiré à balles réelles. Est-ce que c'est vrai dans l'absolu? On a tiré à balles réelles sur des manifestants, ce qui est quelque chose d'inacceptable dans la société civilisée d'aujourd'hui. Les forces de maintien de l'ordre pourraient également vous répondre en disant que c'était en légitime défense parce que ces forces de l'ordre ont également reçu des balles. Si on veut, ben c'est dans le rapport de International Crisis Group, il est clairement dit que la force qui a été utilisée est disproportionnée. Donc on peut multiplier des exemples à l'infini dans ces différents rapports. Moi, le problème, c'est que en face, au lieu de contester la crédibilité, de parler de la méthodologie et de tout ce qu'on veut, il faut s'interroger, se regarder dans la glace et se demander si on a toujours posé les actes qu'il fallait. Parce que ce n'est pas la première fois que le Cameroun conteste des rapports qui sont publiés, que ce soit International Crisis Group, il y a Amnesty International, Reporters sans frontières, il y a l'ambassade des États-Unis même qui publie de temps en temps son rapport sur la situation des droits de l'homme, ainsi de suite. Mais en général, on n'évolue pas dans le sens d'améliorer notre image internationale par ces ONG-là. Il faut faire un choix. Soit on décide d'être un peu comme la Corée du Nord qui s'en fout de ce qui est publié par les rapports internationaux, soit si on veut se préoccuper de l'image internationale que dégage le Cameroun, qu'on essaye de s'améliorer. Depuis que cette affaire a commencé, moi je n'ai pas appris qu'un militaire ou un gendarme a été poursuivi devant la justice camerounaise pour avoir de manière un peu hasardeuse utilisé son arme. Ça pourrait être des débuts de réponse à ces critiques qui sont émises par ces ONG internationales, à mon avis. Alors Emmanuel Atangana, sur le même sujet, qu'est-ce qui vous fâche ou alors qu'est-ce qui fâche le gouvernement dans ces rapports-là? Je crois que dans la même lancée... Est-ce qu'il y a des incongruités dans ces rapports? Je crois qu'il y a vraiment des incongruités, s'agissant notamment de la crise dite anglophone qui concerne les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jean-Bruno Taillé tout à l'heure a omis, comme cette ONG, de mentionner toutes les solutions apportées par le gouvernement pour résorber, normaliser la situation dans ces 2 régions. S'agissant des revendications qui au départ étaient corporatistes, résiduelles même, le gouvernement a apporté des solutions concrètes. La première, c'est l'ouverture d'une section du Common Law à Nenam. C'était une des revendications des avocats d'expression anglaise. La deuxième, c'est la nomination d'un magistrat anglophone pour la toute première fois dans l'histoire du Cameroun comme président de la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun. La troisième solution apportée par les pouvoirs publics, c'était le recrutement de 1000 enseignants d'expression anglaise. Toutes ces mesures sont de nature quand même à désamorcer, si c'est une bombe, à désamorcer la bombe dite anglophone. Malheureusement, dans son rapport, International Crisis Group n'a pas ces efforts fournis par... Dans l'extrême nord, en ce qui concerne le rapport concernant l'extrême nord, il y a également les incongruités. En ce qui concerne l'extrême nord, c'est le docteur Christian Pou tout à l'heure qui mettait des réserves par rapport à ce amalgame qui est fait entre les faits et les opinions. Je crois que c'est des opinions que cette ONG a rassemblées. Par exemple, ils disent que dans l'extrême nord dans l'extrême nord et particulièrement dans le département du Mayo-Sava, un ressortissant de cette zone a indiqué qu'il faut faire partir, Boko Haram doit libérer
le peuple de l'extrême nord du Kafir qui se trouve à Étouni. Ce Kafir, c'est bien le président de la République. Entre nous, nous sortons du canevas de l'ONG. Et je vous rappelle pour la gouverne des téléspectateurs qui nous regardent que le Mayo Sava est le département le plus touché par les exactions de Boko Haram dans l'extrême nord. Il est donc inimaginable qu'un ressortissant de ce département puisse avoir fait une telle déclaration. Ça relève de l'imaginaire, c'est-à-dire que... On parle également de militarisation. De militarisation. Moi, j'ai eu peut-être le privilège de journaliste de faire 3 fois le voyage dans l'extrême nord avec le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Ces populations sont heureuses d'accueillir les militaires qui les encadrent et de collaborer avec les militaires. Oui, justement, travailler en synergie avec les forces de défense dans le cadre de ce qu'on appelle la défense populaire. Ils se sont constitués en comité de défense pour apporter le renseignement nécessaire aux forces de maintien de l'ordre. Non, c'est inimaginable, Lucrèce, qu'on puisse dire que ces populations sont contre la présence des militaires, alors que c'est cette présence des militaires qui les rassure. C'est entendu. Alors, à vivre. Christian Pout, on va dire que les ONG ne s'embarrassent pas de certaines pratiques diplomatiques. On ne peut pas leur opposer la vérité. La vérité n'est pas opposable aux ONG. Elles utilisent le langage qui est le leur. Elles font parler ce qu'elles estiment être des sans-voix. Oui, je pense qu'il faut que ce soit très clair pour tout le monde. C'est-à-dire que les défenseurs des droits de l'homme en particulier, si vous prenez la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1998, à l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit très clairement que la validité des arguments des défenseurs des droits de l'homme n'est pas quelque chose qui peut leur être opposable. Donc, du coup, il y a une posture. Mais c'est un peu grave, ça. Non, je pense que c'est... Ça veut dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi, passez-moi l'expression, sur un pays et puis on va dire on s'en fout parce que la vérité ne leur est pas opposable. Non, c'est construit d'une manière qui est un tout petit peu différente parce que la plupart de nos États, il faut le savoir, ont adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont adhéré au pacte relatif aux droits civils et politiques. Donc il y a un certain nombre d'engagements internationaux dans le cadre desquels l'action des défenseurs des droits de l'homme s'inscrit. Et la question de la validité de leurs arguments, ça ne signifie pas, je parle de validité des arguments, je ne parle pas de rapport à la vérité, c'est deux choses différentes. Donc la validité de leurs arguments n'est pas quelque chose qui peut être jugé en termes de pour ou contre ou en termes de ils sont dans le bon ou ils sont dans le mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes de positionnement de la communication, devrait nous amener à être extrêmement prudents. Et moi, je pense qu'il y a un problème de niveau de communication, il y a un problème de registre de communication. Vous avez d'un côté les ONG et les associations et les think tanks, etc., qui sont dans deux registres de communication précis. Il s'agit du registre de l'expression et il s'agit du registre de l'information. Et vous avez une parole gouvernementale qui vient analyser le travail de personnes qui, elles, se situent donc dans ces deux registres et qui voudraient se positionner dans le registre de la conviction et qui utilise et qui a vocation à utiliser des arguments. Donc, du coup, on est dans deux niveaux de communication qui sont dans trois registres différents avec deux acteurs qui ne jouent pas à la même mesure et qui ne peuvent pas jouer au même niveau. Moi, ma préconisation a toujours été, dans le cadre de cette conversation et de ce sujet, que la communication gouvernementale sorte de la réaction par rapport aux ONG. On y reviendra. On y reviendra, Christian Pout. La question que moi je voudrais vous savoir, c'est celle de savoir, vous qui êtes président d'un think tank, quels sont les critères qui concourent à la crédibilité d'un rapport fait par une ONG? Au-delà du rapport, il y a d'abord les crédibilités d'une organisation à caractère scientifique. Et vous avez sa taille, vous avez la qualité des chercheurs qui font les rapports. Et vous avez tout ce qu'on peut appeler, tout ce qu'on peut mettre dans le capital social de l'organisation. Donc c'est ça qui est le premier critère de crédibilité. Quelle est l'expérience en termes de recherche des personnes qui sont les productrices de ces rapports-là? C'est ça qui est important. Donc quand on a par exemple un rapport de Amnesty International dont le team leader au niveau de la rédaction est quelqu'un qui n'a pas un track record intéressant en termes de recherche,
recherche, ça devient un problème, y compris pour l'organisation. Donc vous avez des organisations qui doivent rechercher des personnes d'un certain calibre pour la recherche. Ensuite, maintenant, vous avez le problème de la méthodologie elle-même qui est utilisée. La plupart de ces organisations aujourd'hui, par paresse, par manque de personnel, utilisent plutôt des synthèses où on agrège des opinions et on n'est plus dans les méta-analyses qui permettent à la fois sur le temps long, mais aussi sur la dimension vraiment de passer au crible des méthodes des sciences sociales, ce qui est avancé. Est-ce qu'on a des hypothèses qu'on teste au départ? Est-ce qu'on a des recoupements qu'on fait de la part de ces informations que l'on prend? À quel moment on prend une distance vis-à-vis de l'information telle que recueillie du terrain et qu'on passe à l'analyse? Et ça commence à être un problème sur lequel il faut effectivement que les think tanks, par exemple, locaux, s'expriment également et fassent la critique de ce travail-là. Alors justement, parlant de ces critiques et de la portée de ces différents rapports, Alain Assomo, comment est-ce que ces rapports peuvent déteindre sur l'image d'un pays comme le Cameroun, qui est par exemple en quête, qui, on le sait, est en quête de, par exemple, de financement sur le plan international? Un rapport qui dit des choses qui ne sont pas toujours vraies sur notre pays. Est-ce que cela porte un coup à notre image ou à nos négociations sur le plan international? Cela peut porter. Cela peut porter un coup, effectivement, parce que, comme vous le savez bien, l'image est une donnée qui d'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire avec exactitude que l'image du Cameroun a pris un coup parce qu'il y a eu des rapports. Parce que l'image, c'est un ensemble de représentations mentales, ce sont des actes individuels. Donc il est difficile que l'on sache exactement si on n'a pas mené des études sérieuses pour savoir si les rapports ont impacté sur l'image du Cameroun. On connaît tous très bien les techniques pour évaluer une image. On a des techniques, des entretiens, on a des sondages d'opinion, etc. L'observation et la recherche documentaire, comme le font certains, pour décréter que l'image a pris un coup, ne sont pas du tout valables, ne sont pas des techniques qui sont connues. Non. Mais je veux dire que, sérieusement, à partir du moment où, effectivement, il y a des rapports avec des conclusions, comme vous les avez appelés, cela peut effectivement toucher, prendre un coup au niveau de l'image du Cameroun. Parce qu'il faut le savoir, le Cameroun, en tant qu'organisation, présente une diversité de publics. Il y a des publics en interne, mais également et surtout, on a des publics en externe, parmi lesquels les bailleurs de fonds, parmi lesquels la diaspora camerounaise, même à l'étranger, la diaspora camerounaise, permettez-moi, on a les partenaires interétatiques qui sont là. Donc, au niveau des investisseurs, effectivement, puisqu'ils ont besoin d'être rassurés lorsqu'ils arrivent dans un pays comme le Cameroun, et qu'ils mènent un certain nombre d'études préalables avant de se lancer dans un marché comme celui du Cameroun. Alors, si des rapports comme ça leur parviennent, je pense qu'effectivement, à partir de là, cela peut, n'est-ce pas, éteindre sur l'image du Cameroun. Lucas, juste très rapidement, oui. Alors, je voudrais dire qu'il faudrait que les gens sachent que le Cameroun a pris des engagements sur le plan international en ce qui concerne les droits de l'homme et tout le reste. Donc, c'est évident que ces organisations font un rapport, ces rapports-là doivent avoir un impact sur l'image du Cameroun à l'international. Ce qu'on entend très souvent, c'est de dire, bon voilà, pourquoi Amnesty International ne s'en prend pas à Boko Haram? Non, le Cameroun c'est un État qui existe. Boko Haram c'est une nébuleuse, c'est une chimère qui n'existe pas et donc n'a pas pris d'engagement à l'international en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Donc on ne peut pas mettre sur la balance un État et une nébuleuse comme Boko Haram en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. C'est pour cela que les rapports ne peuvent que concerner le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui a l'obligation de respecter les engagements que notre pays a pris sur le plan international en ce qui concerne les droits de l'homme. Je suis d'accord avec Jean, sauf qu'il faut faire peut-être la discrimination entre ce qu'on appelle les droits de l'homme et ce qu'on appelle le droit humanitaire, parce que nous sommes en situation de guerre et c'est une guerre asymétrique. Quand il s'agit d'une guerre, on ne parle plus de droits de l'homme, on parle des droits humanitaires, parce que les droits de l'homme c'est le respect. Emmanuel Atangana, le fait d'être en guerre ne dispense pas un État de devoir respecter les droits de l'homme. C'est difficile, on est bien d'accord, parce que c'est très bien quand nous sommes sur un plateau de télévision de dire les militaires doivent
doivent respecter les droits de l'homme. J'imagine que ça peut être difficile quand on est dans une situation de conflit, mais c'est de leur responsabilité de le faire. Parce que nous avons affaire à une armée qui est formée et qui doit justement mettre en application toute la formation qu'elle a reçue en matière de droit de la guerre. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on doit tirer à tout va ou faire ce qu'on veut. Il y a mais c'est ce que cette armée fait jusque-là. Est-ce que c'est pas ce que cette armée fait jusque-là? On est d'accord, mais en même temps, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Il y a eu des dérapages que nous connaissons tous. On ne doit il y a pas des faire brebis galeuses partout. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau que l'État du Cameroun doit montrer que nous n'acceptons pas de dérapage dans la guerre que nous menons contre Boko Haram. Nous n'acceptons pas de dérapage dans le maintien de l'ordre dans les régions anglophones. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, moi je n'ai pas encore entendu parler d'un gendarme qui aurait été sanctionné pour avoir inutilement et bêtement torturé des étudiants à Boya ou bien à Bamenda. C'est des petits actes comme ça que recherchent des ONG et qui nuisent à la crédibilité internationale d'un pays comme le nôtre. Il faut faire très très attention. Rien ne doit être laissé au hasard. Peut-être faudrait qu'on aille enquêter en tant que journaliste, qu'on aille enquêter de ce côté-là. Christian, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je suis très préoccupé par la question de l'image et de l'impact de ces rapports. Je pense que effectivement, il ne faut pas négliger que ces rapports ont aussi pour cible, c'est-à-dire que Amnesty International, International Crisis Group sont des leaders d'opinion dans leur contexte. C'est-à-dire que les pays d'où ils travaillent ou les pays où ils sont établis considèrent ces organisations comme des sources crédibles. Et à partir du moment où, quelque part, les ressources du contribuable américain, les ressources du contribuable français, belge, etc., nous aident dans une certaine mesure dans ce combat contre le terrorisme, il faudrait faire attention à la manière dont ces rapports sont reçus par ces opinions-là. Et vous savez que les derniers rapports ciblent clairement l'attitude que les partenaires internationaux du Cameroun doivent avoir vis-à-vis du Cameroun et donnent des préconisations dans ce sens-là. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui peut porter atteinte à notre image. Il y en a qui vont jusqu'à demander aux partenaires d'arrêter de financer le Cameroun. Les États-Unis, voilà. Absolument. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on ne doit pas laisser en termes d'image, en termes de produits, les seuls rapports de ces organisations sur la table. Il faut que nous produisions comme des rapports de conformité, par exemple, pour ce qui concerne le respect par nos troupes du droit international humanitaire, il faudrait que nous produisions des rapports de conformité par rapport à la démarche qui est utilisée pour la gestion de la crise anglophone, la mission de paix qui est en cours en ce moment, quels sont ses ressorts, quelle est la méthodologie? Nous allons y revenir, voilà, nous allons y revenir tout à l'heure, Christian. Pour le temps pour nous de marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous restons toujours dans le sillage de ce qui est considéré comme des attaques ou de l'acharnement contre les autorités du Cameroun ou contre le Cameroun. La Lettre du Continent, dans son édition du 25 octobre dernier, rapporte, parlant de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que le Premier ministre Philémon Yang a été peu impliqué dans la gestion de la crise. Bien plus, cette publication affirme mordicus que le chef de l'État a fait de la Suisse l'antichambre de son pouvoir, des informations et bien d'autres qui traduisent la volonté manifeste de ternir, ce nous avons dit tout à l'heure, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'image du Cameroun et de ses dirigeants. Sévérin Legambele nous en dit plus dans le zooming de ce soir. L'article de la lettre du continent numéro 763 tente à démontrer que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont marginalisées. La preuve de cette marginalisation, indique cette publication sous la forme d'une lettre confidentielle, c'est que le Premier ministre, chef du gouvernement, originaire de l'une de ces deux régions, a été peu impliqué dans la gestion de la crise. Argument pour argument, cette information est dénuée de tout fondement, car tout le monde peut le vérifier. Les descentes sur le terrain des missions de paix et de dialogue initiées par le président de la République ont été accompagnées, et à titre d'information, d'un communiqué du chef du cabinet du Premier ministre, invitant l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à réserver un accueil favorable aux délégations. Bien au-delà, le Premier ministre Philémon Yang a personnellement conduit la mission de dialogue qui s'est déployée dans les départements du Nord-Ouest. Parallèlement, le président de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Musongwe, sillonnait les villes et villages du Sud-Ouest.
À aucun moment, le ministre secrétaire général du président de la République, Ferdinand Ngongo, n'a été envoyé au front, comme l'écrit le journal fondé par Antoine Glaser, édité depuis Paris par le groupe de presse Indigo. Ces deux contre-vérités dévoilent à souhait l'intention première de l'auteur de cet article. Intention de nuire, de manipuler les consciences face à un problème interne à un État qui a choisi de promouvoir le dialogue et la paix pour sortir de la crise. La forte dose de désinformation contenue dans cet article montre la légèreté avec laquelle, parfois, les journaux traitent de l'actualité du Cameroun. Jean-Bruno Tani n'est pas très d'accord avec cette chute de Séverin Legambélé. Non, enfin, le problème avec une surenchère sur les thèses complotistes, c'est que finalement, on fait d'une petite chose quelque chose d'extrêmement grand. Alors, sur l'article très rapidement, sur l'article de la lettre du continent, quand on dit que le Premier ministre, que nos confrères de la lettre du continent disent que le Premier ministre a été peu impliqué dans la crise dans les régions anglophones, et alors? Quand on dit que le président de la République... C'est une contre-vérité. Non mais attendez, c'est une appréciation parce que le degré d'implication, on le mesure à quoi? Donc c'est un commentaire. Deuxième chose, quand on dit que le président de la République gouverne depuis la Suisse, bon, on remarque quand même qu'il vient de passer un peu plus d'un mois en Suisse alors qu'on était en pleine crise. On n'a pas attendu la lettre du continent pour le savoir. Tous les acteurs politiques au Cameroun l'ont décrié, y compris les citoyens ordinaires. Mais lorsqu'on dit par exemple que le secrétaire général de la présidence de la République était sur le terrain, la présidence ou alors de la primature était sur le terrain, que c'est totalement erroné, c'est également un fait grave. C'est un fait grave. On ne peut pas passer dessus comme si de rien n'était. Oui, mais vous connaissez le nombre de journaux qui écrivent des choses qui sont fausses, ou alors c'est parce que c'est la lettre du continent qui a d'ailleurs une diffusion tout à fait confidentielle. Donc, non, moi je pense qu'il ne faut pas surréagir. À un moment donné, il faut passer à l'essentiel. Résoudre le problème qui se pose dans les régions anglophones et laisser les journalistes faire leur travail avec les insuffisances qui sont les leurs. Emmanuel Tangana, c'est un avis que vous partagez? Non, je ne partage pas cet avis. Je crois qu'il n'y a même pas de surréaction du gouvernement par rapport à ces contre-vérités publiées par la lettre du continent, comme d'ailleurs des journaux locaux sur le sujet. Le Premier ministre a été au front, je crois, plus de 6 fois, si je m'abuse. Sur très haute instruction du président de la République. La dernière mission, c'est... Et dès le début de la crise? Oui, dès le début de la crise, la dernière mission, c'est celle qui... Non, on n'est pas... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On est sur le niveau d'implication du Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, je dis que c'est des allégations non fondées. Alain Soma? Oui, je veux dire que le Premier ministre a été fortement impliqué. Et Jean-Bruno a demandé, on mesure l'implication à quoi? Non, le nombre de descentes sur le terrain. Son chef de cabinet, je pense, a présidé des comités interministériels sous sa supervision. Le Premier ministre, je pense que s'il y a l'une des personnalités qui sont vraiment impliquées dans cette crise, c'est le Premier ministre. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on mesure à quoi. Non, vous pouvez mesurer quantitativement par le nombre de fois qu'il est descendu sur le terrain. Alors, monsieur, je voudrais que nous revenions sur les rapports qui sont produits par les ONG, mais je voudrais surtout que nous parlions du financement de ces ONG. Je voudrais que nous questionnions le financement de ces ONG, Christian Pout. Oui, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que les ONG, les sources de financement, les je précise, think tanks aujourd'hui sont dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Elles se financent par des dons, qui peuvent être des dons d'État, qui peuvent être des dons des entreprises, qui peuvent être des dons de membres quand elles sont en association. Et donc, du coup, la problématique du financement est complexifiée par le nombre croissant de ces organisations elles-mêmes et finalement les sujets et la manière de les traiter, d'où la question de la crédibilité. Le financement et les ONG naviguent donc entre
leur besoin de financement et l'autonomie de leurs recherches. Parce que parfois, les recherches sont conditionnées par les bailleurs de fonds et même l'orientation, qui n'est donc plus une orientation d'analyse, qui n'est donc plus une orientation de recherche, qui est plutôt une orientation éditoriale, est fortement suggérée par le bailleur. Alors le marché étant devenu étroit, oui, le marché étant devenu étroit, forcément, plus on parle d'un rapport qui a été produit par telle ou telle ONG, plus on fait ses affaires. Oui, bien sûr. Je pense que donner de la résonance au travail d'une ONG, surtout lorsque, par ailleurs, le contexte sur lequel cette recherche s'applique est un contexte marqué par une certaine fragilité, ça donne du crédit à cette ONG. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la parole gouvernementale, me semble-t-il, ne devrait pas continuer à s'abaisser à la critique ou aux commentaires sur ces rapports-là. Les ONG peuvent répondre aux ONG, des think tanks doivent répondre aux think tanks et le gouvernement doit continuer sur ses options stratégiques. En clair, le gouvernement camerounais pourrait également financer des ONG locales ou leur apporter un appui. Ce n'est pas ça le message. Et ce n'est pas ça le message. Il ne s'agit pas. Sans être tenu par quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de fabriquer tous azimuts des organisations qui vont faire des travaux sur commande et retrouver dans ces travaux les travers qu'éventuellement nous reprochons. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je pense qu'il faut regarder quels sont les acteurs qui sont sur le terrain. Nous qui sommes dans le milieu de la recherche d'une manière ou d'une autre, on voit très bien que si vous prenez les articles qui sont produits par les spécialistes de sciences sociales dans nos universités, vous avez des laboratoires qui font des travaux très intéressants, parfois très critiques, où certaines informations de ICJ et de Amnesty International sont effectivement recoupées ou étayées, mais cette fois-ci de manière scientifique, avec un produit final qui est construit sur des bases théoriques qui sont absolument différentes. Donc il faudrait aller vers ces laboratoires qui sont dans nos universités ou vers des laboratoires qui sont un peu plus indépendants et les solliciter pour avoir un autre point de vue. De toute manière, le gouvernement a besoin, pour éclairer ses processus décisionnels, d'anticipation, il a besoin d'informations, il a besoin d'analyses structurées sur la réalité sociale. Je voudrais terminer en disant que ce n'est pas Amnesty International ou International Crisis Group ou encore le ministre de la Communication qui construisent l'opinion que les Camerounais se font de leur pays. On est dans nos villes, on est dans nos quartiers, on voit très bien ce qui se passe et on n'a pas besoin de fabricants d'opinion pour savoir la réalité dans laquelle on vit. Moi j'étais au Rwanda, les Rwandais disent très bien qu'ils ont vécu un génocide et personne ne va leur raconter ce que c'est que la souffrance d'un génocide. Et c'est vrai pour les Camerounais, même s'ils n'ont pas vécu de génocide. Alors Alain Sommo, que faire lorsque l'image d'un pays comme le nôtre est ternie en tant que communicateur, expert en communication et en marketing? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redorer notre blason, si je peux m'exprimer ainsi? Vous avez dit lorsque je continue de dire si l'image est voilà. Parce que je continue de dire que il y a des techniques d'évaluation de l'image et on ne décrète pas le fait qu'une image soit ternie ou pas. Alors si un pays effectivement trouve que son image est ternie, la réponse est dans la communication. Et dans la communication, il faut anticiper. Il faut segmenter les publics auxquels on s'adresse. C'est-à-dire que le Cameroun, en tant qu'entité, a plusieurs publics. Il faut adapter la réponse en fonction des publics. Bien sûr, des publics. C'est-à-dire que le Cameroun a plusieurs publics. Il y a les publics financiers, que vous appelez les bailleurs de fonds. Il y a, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des partenaires interétatiques bilatéraux. Il y a les publics internes. Il y a des Camerounais, la diaspora, etc. En fonction de chaque public, il va falloir adapter une communication ciblée en fonction de cela. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une panoplie d'outils de communication qui peuvent, n'est-ce pas, être mobilisés en fonction de chaque cible. Il n'y a pas que les médias, parce que généralement les gens ont l'impression qu'on va parler de communication, on va aller dans les médias. Mais il y a également des outils qui sont totalement hors des médias, mais que l'on peut mobiliser effectivement pour pouvoir... Lesquels par exemple? Vous avez, entre autres, je vois par exemple des réunions, il y a des réunions, les réunions sont un outil de communication. Le réseau diplomatique. Voilà, les réseaux diplomatiques, bien sûr. Vous avez le lobbying, tout ce qu'il y a autour du lobbying, et qui peut contribuer, n'est-ce pas, effectivement, à soigner une image qui aura été ternie. Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons revisiter l'actualité de la semaine, et c'est dans la revue de presse que signe Daniel Menanga. Les frontières dans la zone CEMAC, c'est la grande actualité de la semaine.
Cameroun Tribune annonce la levée des barrières diplomatiques par la Guinée équatoriale, après le Congo le 23 octobre et le Gabon le 19 octobre dernier. Le Cameroun est déjà dans la danse avec le principe de réciprocité, précise le ministre des Relations extérieures, en réponse à ceux qui affirment que le Cameroun reste en arrière. Le Messager voit en la visite de l'envoyé spécial du président Déby un moyen de pression pour le Cameroun. Le Jour rappelle l'importance du libre-échange entre les pays de la zone CEMAC, un impératif pour surmonter la crise selon le FMI. Mais le processus est long. Mutation retrace le parcours d'une intégration en marche forcée dans la CEMAC, entre le projet et l'application progressive des décennies écoulées. Baromètre communautaire joue la carte de la lucidité. La libre circulation des personnes et des biens brandis est soumise à quelques exigences. Au Gabon, les ressortissants des autres pays de la communauté ne sont plus soumis à l'obligation du visa d'entrée, à condition que le séjour ne dépasse pas 3 mois et pour le Congo, pas plus de 90 jours. Le quotidien de l'économie annonce que le sujet sur l'entrée libre dans les pays de l'espace CEMAC fera partie des dossiers chauds du sommet extraordinaire des chefs d'État. Mardi le 31 octobre 2017, à N'Djamena, le renforcement des acquis de l'intégration, le bilan sur les négociations des APE, entre autres, seront aussi au cœur du débat. Le débat sur la sortie de crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest, lui, se poursuit au Cameroun. Cameroun Tribune note un pas de plus, mission accomplie pendant la tournée du Premier ministre dans le nord-ouest. Les échanges entre les différentes commissions départementales se sont bien déroulés, indique le quotidien national bilingue. Mais la mission est un échec pour le Messager. Et si Christian Toumi était le bon négociateur, suggère le journal Le Messager. Dans le même sens, la Nouvelle Expression recueille l'avis du cardinal Toumi. L'archevêque émérite de Douala propose la création d'un authentique forum d'échange. En attendant une sortie définitive de la crise, le ministre de la Communication prévient la société civile. L'intoxication ne passera pas, tout comme l'incivisme sur nos routes sanctionné par l'État. Général Voyage suspendu. La Nouvelle Expression nous apprend que l'agence de voyage a déjà causé la mort de plus de 50 personnes en l'espace de 10 mois seulement. L'accident produit dans la nuit de lundi à mardi, qui fait 15 morts au lieu d'Istombo, sur l'axe Yaoundé-Douala, tire la sonnette d'alarme. Le ministre des Transports tranche dans un communiqué publié in extenso dans Cameroun Tribune. L'agence de transport concernée écope d'une suspension de 3 mois et le permis de conduire du chauffeur confisqué pour 12 mois, ajoute le quotidien Le Jour. Après la revue de presse, place au Focus. Et en Focus, nous recevons Roger Nkodo, qui est le président du Parlement panafricain, qui revient sur la session du mois d'octobre et sur les enjeux de l'intersession. Le premier bilan qu'on peut tirer, c'est la participation des honorables députés et puis de la qualité des débats que nous avons eus, notamment cet épineux problème-là qu'on a fait. J'ai renoué avec les partenaires au développement qui financent beaucoup nos activités et je crois qu'il y a lieu de défendre ce bilan. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, du point de vue de la visibilité, du point de vue des relations avec nos partenaires, nous avons pu ramener le Parlement à sa juste proportion et aujourd'hui il y a plusieurs envies qui se manifestent et les gens sont en train de se mettre derrière les blocs régionaux. Vous savez que l'Afrique australe a déjà élu son candidat à l'élection de mai. Les autres régions d'Afrique se mobilisent. Il y a une certaine fébrilité quant à savoir que peut-être demain je serai élu. Si le Cameroun veut me représenter, il est urgent que ce protocole soit ratifié et que surtout les instruments de ratification soient déposés. Donc ça serait
un argument qui peut effectivement jouer à ma défaveur. Mais toujours est-il que je crois que le gouvernement camerounais et le Parlement camerounais doivent être sensibles à cet épineux problème qui revient toujours. Et faire tout, nous avons une session au mois de novembre. Si on peut porter ça à l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse ratifier, pour que le Parlement puisse ratifier, ce serait une bonne chose. Mais sinon, où ça coince, je ne sais pas. Je sais que le Cameroun, depuis pratiquement 2 ans, a signé le protocole de Malabo. Il ne reste plus que sa ratification et le dépôt des instruments à Addis Abeba. Christian Pout, alors qu'est-ce que le Cameroun gagne à occuper ce type de poste de responsabilité sur le plan continental? Je pense qu'on peut se féliciter déjà de la manière vraiment très bonne avec laquelle le président, l'honorable Korodon, a dirigé pendant ces 3 dernières années le Parlement panafricain. Il y a mis toute son énergie et ça a fait la fierté du Cameroun. Je pense que c'est avoir des compatriotes qui se retrouvent dans des positions de premier plan au sein d'institutions africaines ou mondiales est toujours une bonne chose, surtout quand ceux-ci exercent leur mandat d'une manière à avoir des résultats satisfaisants. Voilà, messieurs, nous allons faire un dernier tour de table parce que le temps nous tient à la gorge. Emmanuel Atangana, je voudrais que vous réagissiez sur le rapport que le gouvernement camerounais entretient avec les ONG. Lorsque ces ONG, j'ai envie de dire, nous encensent ou encensent le gouvernement, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'il y a quelques critiques, ça devient problématique. Est-ce que le Cameroun ne peut pas souffrir de temps en temps que les ONG fassent des critiques sur la manière dont les choses sont gérées parfois? Je crois que nous avons sur le plateau un expert en communication, surtout la communication de crise. Pour répondre à votre question, je crois que le gouvernement est dans son droit de réagir chaque fois que une ONG, Amnesty International... Et d'applaudir quand c'est un rapport... pas d'applaudir, il peut aussi réagir quand le rapport est à la faveur du gouvernement. Permettez-moi de chuter en indiquant une autre allégation quand même de International Crisis Group qui a indiqué que le gouvernement, le plan trinal d'urgence du président de la République décrété le 9 décembre 2014 est doté seulement de 78 milliards de francs. Je rappelle que c'est bien 925 milliards de francs CFA et que ce plan d'urgence est déjà opérationnel et implémenté dans la région de l'extrême nord qui vit au quotidien les affres de la secte Boko Haram. Jean-Bruno Tania, quelques mots. Oui, très rapidement. L'erreur à ne pas commettre, c'est de mépriser ces rapports. Il faut prendre ces rapports pour ce qu'ils sont, avec leurs insuffisances, on est bien d'accord, mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de les mépriser, de considérer que ce n'est rien du tout, de toutes les façons le Cameroun continue de fonctionner, parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, l'aide publique au développement, c'est quelque chose qui énerve l'opinion publique européenne, et il ne faudrait pas que les gens prennent pour prétexte le non-respect des engagements internationaux du Cameroun en matière de respect des droits de l'homme et tous les autres pour mettre fin à l'aide publique au développement. Donc c'est quelque chose d'absolument important. Et je disais au début de cette émission que les ONG aujourd'hui sont incontournables. Ce sont des nouveaux acteurs des relations internationales et il va falloir en tenir compte. Le Cameroun n'est pas un État voyou, donc il est question pour le Cameroun de respecter ses engagements internationaux dans tous les domaines. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous en sortir, prendre ce qu'il y a d'intéressant dans ces rapports, essayer de corriger, faire amende honorable, et ce qui est faux, on le fait observer, mais sans jeter totalement les rapports que publient ces ONG. Et la thèse du complot permanent, comme quoi il y aurait une grande organisation complotiste, enfin, non, je pense que ce sont des thèses qui nous permettent pas... Peut-être que le gouvernement a des informations dont nous ne disposons pas sur ce plateau, qui lui permettent justement d'étayer cette idée-là, ou de soutenir cette idée-là. Alain Samon. Je pense que sérieusement, le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement a intérêt, n'est-ce pas, à avoir un capital sympathie avec tous ces publics. À partir du moment où
il se sent attaqué d'une manière ou d'une autre, où il sent que son image, comme vous l'avez indiqué, peut être écorchée, il est tout à fait normal que le gouvernement tente de rétablir ce qu'il peut appeler la vérité. Maintenant, ce que je voudrais dire pour chuter, c'est que lorsque ces rapports disent également du bien du Cameroun, il faudrait qu'avec la même mobilisation, n'est-ce pas, qu'on dise également qu'il y a quelque chose de bien qui est dit sur le Cameroun. Voilà, donc... Christian Pout? Moi, je pense qu'il faut absolument révisiter le paradigme de la communication gouvernementale, en particulier sur ces rapports, et faire en sorte que la parole gouvernementale ne soit pas abaissée et qu'elle reste à un niveau hautement stratégique et politique. Voilà, c'est entendu, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Bonsoir. Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre débat dominical Scène de Presse. Scène de Presse, le rendez-vous des hommes et femmes de médias de haut vol. Pour vous, ils décryptent en toute liberté les faits majeurs de la semaine. Leurs échanges sont soutenus par des experts à la science connus et reconnus. Au menu de ce 445e numéro, encore un rapport d'une ONG sur le Cameroun, International Crisis Group, vient une fois de plus de publier un rapport sur notre pays. Objet du document, la reconstruction de l'extrême nord. ICJ critique les options prises par le gouvernement et souligne à grands traits ce qu'il qualifie de limite du tout sécuritaire et de l'approche urgentiste. Ce rapport vient s'ajouter à celui sur les réponses gouvernementales aux problèmes en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Réponses présentées comme des mesures cosmétiques. Des rapports que le ministre de la Communication qualifie de réquisitoires à charge. International Crisis Group vient donc s'ajouter à certaines ONG aujourd'hui considérées comme des ennemis du Cameroun au regard du contenu de leurs rapports parfois aux antipodes de la réalité. Alors, question, quelle crédibilité accorder au rapport de ces organisations non gouvernementales? Scène de Presse ouvre le débat. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de la presse et puis en zooming, Sévérin Alégambélé s'arrête sur les contre-vérités contenues dans un article paru dans la Lettre du Continent. Cette semaine, c'était exactement le 25 octobre dernier. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Jean-Bruno Tagné fait partie de ces journalistes dont la plume alarmiste ne laisse pas indifférente. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le tout nouveau directeur général adjoint chargé de la stratégie, de la prospective et du développement de Canal 2 International, il a commencé par balader sa plume à mutation, puis au journal Le Jour, où il a été chef-service des départements sport, ensuite politique. Le journaliste habitué à faire l'analyse des systèmes nous dira quel crédit apporter au rapport des ONG aujourd'hui. Voici un autre visage bien connu du monde des médias camerounais. Emmanuel Atangana a été le chef de chaîne CRTV Littoral et rédacteur en chef délégué au poste national. Il a surtout été une voix populaire, celle qui animait tous les dimanches matins l'émission Tête d'affiche. Emmanuel prépare un doctorat en sciences politiques à l'université de Douala et partage avec bonheur son savoir-faire avec ses apprenants de l'Institut universitaire de technologie de Douala. Issu de la 27e promotion de l'ESTIC, il est le chef service CEMAC au poste national.
Dr Alain Assomo est enseignant permanent à l'ESTIC et expert en communication et marketing. Diplômé en relations internationales, il a été chargé de communication à la Chambre de commerce internationale. Consultant dans plusieurs ONG et institutions étatiques, il nous donne son avis sur le sujet du soir. Selon lui, les rapports des ONG ont perdu de leur crédibilité. Dr Christian Edmond Pout est diplomate de formation et de carrière. Il a été le rapporteur général entre 2009 et 2013 du cycle de conférences régionales sur la justice transitionnelle en Afrique. Il est le président du think tank Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques. Il dirige le séminaire de géopolitique africaine à l'Institut catholique de Paris et collabore comme Senior Research Associate au Tutu Center for War and Peace Studies de Liverpool Hope University. Il a publié en 2013 Sécurité humaine et diplomatie de l'émergence, enjeux pour le Cameroun. Merci Christelle, nos invités sont tous là ce soir et maintenant place nette à la première une du débat ce soir. Jean-Bruno Tagné, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors question centrale ce soir, quel crédit accorder aux rapports des ONG, des rapports qui portent sur le Cameroun? Vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, je pense que les ONG sont dans leur rôle parce que évidemment aujourd'hui les ONG sont de nouveaux acteurs des relations internationales. C'est pour cela que chaque fois que ces organisations non gouvernementales publient des rapports, cela intéresse les États. Et ce sont également des indicateurs qui permettent à ceux qui veulent se rendre dans un pays d'en savoir un peu plus sur la situation de ces pays, que ce soit les droits de l'homme, la justice, le développement, les indices de développement et tout le reste. Donc, je pense que les rapports des ONG sont importants pour tous les pays. Et je suis toujours un tout petit peu amusé lorsque les Camerounais ont une lecture complotiste de tous les rapports qui sont publiés qui concernent le Cameroun. C'est-à-dire qu'on déteste le Cameroun dans le monde, on n'aime pas le Cameroun. Non. Ces ONG ne travaillent pas que sur le Cameroun. Ce sont des ONG qui publient des rapports qui concernent beaucoup d'autres pays dans le monde. Et au lieu de crier à Rossul-Baudet comme c'est souvent le cas, je pense qu'il est important pour un pays comme le nôtre de lire ces rapports-là de manière froide, essayer de regarder ce qu'il y a d'intéressant et d'essayer de se corriger. Donc j'espère que tout au long de cette on va revenir sur l'usage qu'on peut faire justement de ces rapports. Emmanuel Tangana, bonsoir. Oui, bonsoir Lucrèce, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs et les autres panélistes. Alors vous n'accordez aucune crédibilité à ces rapports-là? Je dois d'abord dire que, je partage en partie... Effectivement. Surtout concernant ICG. Autant beaucoup d'autres ONG indiquent clairement leur méthodologie en termes, n'est-ce pas, d'outillage quantitatif, qualitatif, autant au niveau de ICG, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on a du mal effectivement à avoir une lisibilité quant à la méthodologie appliquée par cette ONG. Et donc maintenant, au niveau du financement même, quand même, je vais noter que concernant ICG, a reçu en 2016 pratiquement 72% de ces financements de la part d'acteurs mondiaux intéressés. Je vais vous parler des États, je vais vous parler des grandes entreprises. À partir de là, on peut commencer à questionner, n'est-ce pas, la crédibilité même de ces rapports aussi. Jean-Bruno Tagné, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ces rapports de manière plus précise. Vous qui disiez tantôt qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'est-ce qui vous semble digne d'intérêt dans ces rapports-là? Si on prend par exemple celui de l'extrême nord ou alors celui sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qui vous semble digne d'intérêt là-dedans? Alors l'une des choses qui semble avoir ébouriffé le gouvernement camerounais dans le rapport de International Crisis Group en ce qui concerne la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est lorsqu'ils disent par exemple que jusqu'à présent, les solutions qui ont été apportées sont essentiellement cosmétiques et que le président de la République
République doit prendre ses responsabilités et apporter des solutions politiques à cette crise. Est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai. La preuve, la crise dure depuis 1 an. Si on avait apporté des solutions politiques crédibles à cette crise-là... Sauf qu'au départ, ce n'était pas une crise politique, oui, c'était des revendications corporatistes. N'empêche, la crise a commencé par des revendications corporatistes... Qui ont été adressées, voire solutionnées. Qui ont migré pour devenir des questions politiques. Il faut bien qu'on résolve les problèmes qui sont posés. Lorsque dans ce même rapport, on dit que la répression a été disproportionnée, c'est-à-dire que les forces de l'ordre ont utilisé des moyens qui étaient disproportionnés par rapport à la menace en face, ce n'est pas faux. On a tiré à balles réelles. Est-ce que c'est vrai dans l'absolu? On a tiré à balles réelles sur des manifestants, ce qui est quelque chose d'inacceptable dans la société civilisée d'aujourd'hui. Les forces de maintien de l'ordre pourraient également vous répondre en disant que c'était en légitime défense parce que ces forces de l'ordre ont également reçu des balles. Si on veut, c'est dans le rapport de International Crisis Group, il est clairement dit que la force qui a été utilisée est disproportionnée. Donc, on peut multiplier des exemples à l'infini dans ces différents rapports. Moi, le problème, c'est que en face, au lieu de contester la crédibilité, de parler de la méthodologie et de tout ce qu'on veut, il faut s'interroger, se regarder dans la glace et se demander si on a toujours posé les actes qu'il fallait. Parce que ce n'est pas la première fois que le Cameroun conteste des rapports qui sont publiés, que ce soit International Crisis Group, il y a Amnesty International, Reporters sans frontières, il y a l'ambassade des États-Unis même qui publie de temps en temps son rapport sur la situation des droits de l'homme, ainsi de suite. Mais en général, on n'évolue pas dans le sens d'améliorer notre image internationale par ces ONG-là. Il faut faire un choix. Soit on décide d'être un peu comme la Corée du Nord qui s'en fout de ce qui est publié par les rapports internationaux, soit si on veut se préoccuper de l'image internationale que dégage le Cameroun, qu'on essaye de s'améliorer. Depuis que cette affaire a commencé, moi je n'ai pas appris qu'un militaire ou un gendarme a été poursuivi devant la justice camerounaise pour avoir de manière un peu hasardeuse utilisé son arme. Ça pourrait être des débuts de réponse à ces critiques qui sont émises par ces ONG internationales, à mon avis. Alors Emmanuel Atangana, sur le même sujet, qu'est-ce qui vous fâche ou alors qu'est-ce qui fâche le gouvernement dans ces rapports-là? Je crois que dans la même lancée... Est-ce qu'il y a des incongruités dans ces rapports? Je crois qu'il y a vraiment des incongruités, s'agissant notamment de la crise dite anglophone qui concerne les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jean-Bruno Taillé tout à l'heure a omis, comme cette ONG, de mentionner toutes les solutions apportées par le gouvernement pour résorber, normaliser la situation dans ces 2 régions. S'agissant des revendications qui au départ étaient corporatistes, résiduelles même, le gouvernement a apporté des solutions concrètes. La première, c'est l'ouverture d'une section du Common Law à Nenam. C'était une des revendications des avocats d'expression anglaise. La deuxième, c'est la nomination d'un magistrat anglophone pour la toute première fois dans l'histoire du Cameroun comme président de la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun. La troisième solution apportée par les pouvoirs publics, c'était le recrutement de 1000 enseignants d'expression anglaise. Toutes ces mesures sont de nature quand même à désamorcer, si c'est une bombe, à désamorcer la bombe dite anglophone. Malheureusement, dans son rapport, International Crisis Group n'a pas ces efforts fournis par... Dans l'extrême nord, en ce qui concerne le rapport concernant l'extrême nord, il y a également les incongruités. En ce qui concerne l'extrême nord, c'est le docteur Christian pour tout à l'heure qui mettait des réserves par rapport à ce amalgame qui est fait entre les faits et les opinions. Je crois que c'est des opinions que cette ONG a rassemblées. Par exemple, ils disent que dans l'extrême nord dans l'extrême nord et particulièrement dans le département du Mayo-Sava, un ressortissant de cette zone a indiqué qu'il faut faire partir, Boko Haram doit libérer le peuple de l'extrême nord du Kafir qui se trouve à Etouli. Ce Kafir, c'est bien le président de la République. Entre nous, nous sortons
nous sortons du canevas de l'ONG. Et je vous rappelle pour la gouverne des téléspectateurs qui nous regardent que le Mayo Sava est le département le plus touché par les exactions de Boko Haram dans l'extrême. Puis un coup ne sont pas du tout valables, ne sont pas des techniques qui sont connues. Non. Mais je veux dire que, sérieusement, à partir du moment où effectivement il y a des rapports avec des concrétités, comme vous les avez appelés, cela peut effectivement toucher, prendre un coup au niveau de l'image du Cameroun. Parce qu'il faut le savoir, le Cameroun, en tant qu'organisation, présente une diversité de publics. Il y a des publics en interne, mais également et surtout, on a des publics en externe, parmi lesquels les bailleurs de fonds, parmi lesquels la diaspora camerounaise, même à l'étranger, la diaspora camerounaise, permettez-moi, on a les partenaires interétatiques qui sont là. Donc, au niveau des investisseurs, effectivement, puisqu'ils ont besoin d'être rassurés lorsqu'ils arrivent dans un pays comme le Cameroun, et qu'ils mènent un certain nombre d'études préalables avant de se lancer dans un marché comme celui du Cameroun. Alors si des rapports comme ça leur parviennent, je pense qu'effectivement à partir de là, cela peut, n'est-ce pas, éteindre sur l'image du Cameroun. Lucas, juste très rapidement, oui. Alors, je voudrais dire qu'il faudrait que les gens sachent que le Cameroun a pris des engagements sur le plan international en ce qui concerne les droits de l'homme et tout le reste. Donc, c'est évident que ces organisations font un rapport, ces rapports-là doivent avoir un impact sur l'image du Cameroun à l'international. Ce qu'on entend très souvent, c'est de dire, bon voilà, pourquoi Amnesty International ne s'en prend pas à Boko Haram? Non, le Cameroun c'est un État qui existe. Boko Haram c'est une nébuleuse, c'est une chimère qui n'existe pas et donc n'a pas pris d'engagement à l'international en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Donc on ne peut pas mettre sur la balance un État et une nébuleuse comme Boko Haram en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. C'est pour cela que les rapports ne peuvent que concerner le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui a l'obligation de respecter les engagements que notre pays a pris sur le plan international en ce qui concerne les droits de l'homme. Je suis d'accord avec Jean-Bruno, sauf qu'il faut faire peut-être la discrimination entre ce qu'on appelle les droits de l'homme et ce qu'on appelle le droit humanitaire. Parce que nous sommes en situation de guerre et c'est une guerre asymétrique. Quand il s'agit d'une guerre, on ne parle plus de droits de l'homme, on parle des droits humanitaires. Parce que les droits de l'homme, c'est le respect... Emmanuel Atangana, le fait d'être en guerre ne dispense pas un État de devoir respecter les droits de l'homme. C'est difficile, on est bien d'accord, parce que c'est très bien quand nous sommes sur un plateau de télévision de dire les militaires doivent respecter les droits de l'homme. J'imagine que ça peut être difficile quand on est dans une situation de conflit, mais c'est de leur responsabilité de le faire, parce que nous avons affaire à une armée qui est formée et qui doit justement mettre en application toute la formation qu'elle a reçue en matière de droit de la guerre. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on doit tirer à tout va ou faire ce qu'on veut. Il y a mais c'est ce que cette armée fait jusque-là. Est-ce que c'est pas ce que cette armée fait jusque-là? On est bien d'accord, mais en même temps, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Il y a eu des dérapages que nous connaissons tous. On ne doit il y a pas des brebis galeuses partout. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau que l'État du Cameroun doit montrer que nous n'acceptons pas de dérapage dans la guerre que nous menons contre Boko Haram. Nous n'acceptons pas de dérapage dans le maintien de l'ordre dans les régions anglophones. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, moi je n'ai pas encore entendu parler d'un gendarme qui aurait été sanctionné pour avoir inutilement et bêtement torturé des étudiants à Boya ou bien à Bamenda. C'est des petits actes comme ça que recherchent des ONG et qui nuisent à la crédibilité internationale d'un pays comme le nôtre. Il faut faire très très attention. Rien ne doit être laissé au hasard. Peut-être faudrait qu'on aille enquêter en tant que journaliste, qu'on aille enquêter de ce côté-là. Christian, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je suis très préoccupé par la question de l'image et de l'impact de ces rapports. Je pense que effectivement, il ne faut pas négliger que ces rapports ont aussi pour cible, c'est-à-dire que Amnesty International, International Crisis Group sont des leaders d'opinion dans leur contexte. C'est-à-dire que les pays d'où ils travaillent ou les pays où ils sont établis considèrent ces organisations comme des sources crédibles. Et à partir du moment où, quelque part, les ressources du contribuable américain, les ressources du contribuable français, belge, etc., nous aident dans une certaine mesure dans ce combat contre le terrorisme, il faudrait faire attention à la manière dont ces rapports sont reçus par ces opinions-là.
Et vous savez que les derniers rapports ciblent clairement l'attitude que les partenaires internationaux du Cameroun doivent avoir vis-à-vis du Cameroun et donnent des préconisations dans ce sens-là. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui peut porter atteinte à notre image. Mais il y en a qui vont jusqu'à demander aux partenaires d'arrêter de financer le Cameroun. Les États-Unis, voilà. Absolument. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on ne doit pas laisser en termes d'image, en termes de produits, les seuls rapports de ces organisations sur la table. Il faut que nous produisions comme des rapports de conformité, par exemple, pour ce qui concerne le respect par nos troupes du droit international humanitaire, il faudrait que nous produisions des rapports de conformité par rapport à la démarche qui est utilisée pour la gestion de la crise anglophone, la mission de paix qui est en cours en ce moment, quels sont ses ressorts, quelle est la méthodologie? Nous allons y revenir, voilà, nous allons y revenir tout à l'heure, Christian. Pour le temps pour nous de marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous restons toujours dans le sillage de ce qui est considéré comme des attaques ou de l'acharnement contre les autorités du Cameroun ou contre le Cameroun. La lettre du continent, dans son édition du 25 octobre dernier, rapporte, parlant de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que le Premier ministre Philémon Yan a été peu impliqué dans la gestion de la crise. Bien plus, cette publication affirme mordicus que le chef de l'État a fait de la Suisse l'antichambre de son pouvoir, des informations et bien d'autres qui traduisent la volonté manifeste de ternir, ce que nous avons dit tout à l'heure, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'image du Cameroun et de ses dirigeants. Sévérin Legambele nous en dit plus dans le zooming de ce soir. L'article de la lettre du continent numéro 763 tente à démontrer que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont marginalisées. La preuve de cette marginalisation. Il est donc inimaginable qu'un ressortissant de ce département puisse avoir fait une telle déclaration. Ça relève de l'imaginaire, c'est-à-dire que... On parle également de militarisation. De militarisation. Moi, j'ai eu peut-être le privilège de journaliste de faire 3 fois le voyage dans l'extrême nord avec le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Ces populations sont heureuses d'accueillir les militaires qui les encadrent. Et ces populations, et de collaborer avec les militaires. Oui, justement, travailler en synergie avec les forces de défense dans le cadre de ce qu'on appelle la défense populaire. Ils se sont constitués en comité de défense pour apporter le renseignement nécessaire aux forces de maintien de l'ordre. Non, c'est inimaginable, Lucrèce, qu'on puisse dire que ces populations sont contre la présence des militaires, alors que c'est cette présence des militaires qui les rassure. C'est entendu. Alors, à vivre. Christian Pout, on va dire que les ONG ne s'embarrassent pas de certaines pratiques diplomatiques. On ne peut pas leur opposer la vérité. La vérité n'est pas opposable aux ONG. Elles utilisent le langage qui est le leur. Elles font parler ce qu'elles estiment être des sans-voix. Oui, je pense qu'il faut que ce soit très clair pour tout le monde. C'est-à-dire que les défenseurs des droits de l'homme en particulier, si vous prenez la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1998, à l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit très clairement que la validité des arguments des défenseurs des droits de l'homme n'est pas quelque chose qui peut leur être opposable. Donc, du coup, il y a une posture. Mais c'est un peu grave, ça. Non, je pense que c'est... Ça veut dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi, passez-moi l'expression, sur un pays, et puis on va dire on s'en fout, parce que la vérité ne leur est pas opposable. Non, c'est construit d'une manière qui est un tout petit peu différente, parce que la plupart de nos États, il faut le savoir, ont adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont adhéré au pacte relatif aux droits civils et politiques. Donc il y a un certain nombre d'engagements internationaux dans le cadre desquels l'action des défenseurs des droits de l'homme s'inscrit. Et la question de la validité de leurs arguments, ça ne signifie pas, je parle de validité des arguments, je ne parle pas de rapport à la vérité, c'est deux choses différentes.
différentes. Donc la validité de leurs arguments n'est pas quelque chose qui peut être jugé en termes de pour ou contre, ou en termes de ils sont dans le bon ou ils sont dans le mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes de positionnement de la communication, devrait nous amener à être extrêmement prudents. Et moi, je pense qu'il y a un problème de niveau de communication, il y a un problème de registre de communication. Vous avez d'un côté les ONG et les associations et les think tanks, etc., qui sont dans deux registres de communication précis. Il s'agit du registre de l'expression et il s'agit du registre de l'information. Et vous avez une parole gouvernementale qui vient analyser le travail de personnes qui, elles, se situent donc dans ces deux registres et qui voudraient se positionner dans le registre de la conviction et qui veut utiliser et qui a vocation à utiliser des arguments. Donc, du coup, on est dans deux niveaux de communication qui sont dans trois registres différents avec deux acteurs qui ne jouent pas à la même mesure et qui ne peuvent pas jouer au même niveau. Moi, ma préconisation a toujours été, dans le cadre de cette conversation et de ce sujet, que la communication gouvernementale sorte de la réaction par rapport aux ONG. On y reviendra. On y reviendra, Christian Poupet. La question que moi je voudrais vous savoir, c'est celle de savoir, vous qui êtes président d'un think tank, quels sont les critères qui concourent à la crédibilité d'un rapport fait par une ONG? Au-delà du rapport, il y a d'abord les crédibilités d'une organisation à caractère scientifique. Et vous avez sa taille, vous avez la qualité des chercheurs qui font les rapports. Et vous avez tout ce qu'on peut appeler, tout ce qu'on peut mettre dans le capital social de l'organisation. Donc c'est ça qui est le premier critère de crédibilité. Quelle est l'expérience en termes de recherche des personnes qui sont les productrices de ces rapports-là? C'est ça qui est important. Donc quand on a par exemple un rapport de Amnesty International dont le team leader au niveau de la rédaction est quelqu'un qui n'a pas un track record intéressant en termes de recherche, ça devient un problème, y compris pour l'organisation. Donc vous avez des organisations qui doivent rechercher des personnes d'un certain calibre pour la recherche. Ensuite, maintenant, vous avez le problème de la méthodologie elle-même qui est utilisée. La plupart de ces organisations aujourd'hui, par paresse, par manque de personnel, utilisent plutôt des synthèses où on agrège des opinions et on n'est plus dans les méta-analyses qui permettent à la fois sur le temps long, mais aussi sur la dimension vraiment de passer au crible des méthodes des sciences sociales, ce qui est avancé. Est-ce qu'on a des hypothèses qu'on teste au départ? Est-ce qu'on a des recoupements qu'on fait de la part de ces informations que l'on prend? À quel moment on prend une distance vis-à-vis de l'information telle que recueillie du terrain et qu'on passe à l'analyse? Et ça commence à être un problème sur lequel il faut effectivement que les think tanks, par exemple, locaux, s'expriment également et fassent la critique de ce travail-là. Alors justement, parlant de ces critiques et de la portée de ces différents rapports, Alain Assomo, comment est-ce que ces rapports peuvent déteindre sur l'image d'un pays comme le Cameroun, qui est par exemple en quête, qui, on le sait, est en quête par exemple de financement sur le plan international? Un rapport qui dit des choses qui ne sont pas toujours vraies sur notre pays, est-ce que cela porte un coup à notre image ou à nos négociations sur le plan international? Cela peut porter. Cela peut porter un coup, effectivement, parce que, comme vous le savez bien, l'image est une donnée d'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire avec exactitude que l'image du Cameroun a pris un coup parce qu'il y a eu des rapports. Parce que l'image, c'est un ensemble de représentations mentales, ce sont des actes individuels. Donc il est difficile que l'on sache exactement, si on n'a pas mené des études sérieuses pour savoir si les rapports ont impacté sur l'image du Cameroun. On connaît tous très bien les techniques pour évaluer une image. On a des techniques, des entretiens, on a des sondages d'opinion, etc. L'observation et la recherche documentaire, comme le font certains, pour décréter que l'image... L'analyse de Jean-Bruno Teillet tout à l'heure, que les ONG sont des acteurs de la société civile internationale, dont leurs rapports sont importants pour la gouvernance internationale et la gouvernance même nationale de certains États. Mais je porte en faux par rapport à la crédibilité qu'il faut accorder aux derniers rapports. Par ailleurs, à tous les rapports que les ONG font sur le Cameroun, notamment en ce qui concerne la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord et la récente crise dite anglophone dans les deux régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ces rapports n'ont aucun crédit parce qu'ils sont truffés d'erreurs et d'allégations factuelles. Ça veut dire que sur les faits, moi je suis journaliste comme Jean-Bruno Taligné l'est également, nous les journalistes, ce qui est important, ce sont les faits. Le rapport de International Crisis Group que j'ai la prétention d'avoir lu n'apporte pas d'effets probables qui peuvent même amener le journaliste que je suis d'aller vérifier sur le terrain les allégations que cette ONG impute aux forces de l'ordre et au gouvernement camerounais. Donc il faut que ces ONG nous donnent la méthode de travail qui est la leur pour accorder une certaine crédibilité finalement à leur rapport qu'ils publient chaque fois contre le Cameroun. Le ministre de la Communication a raison de dire que c'est un rapport à charge pour le gouvernement camerounais. Nous y reviendrons. Christian Pout, bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Alors vous pensez que tout dépend de la qualité du sujet? Oui, effectivement, moi je pense que on peut, si vous voulez, ma posture c'est celle de rechercher un juste milieu entre une forme de diabolisation et puis peut-être quelque chose qui relèverait de l'angélisme vis-à-vis des ONG. On est dans un marché des idées qui est assez saturé, donc on a d'abord un problème de positionnement par rapport à ces grandes organisations, je dirais, de recherche internationale. Parce qu'en fait, ONG c'est un peu trop lapidaire pour désigner ces organisations. Il faut faire un distinguo, sinon on amalgame tout le monde. Il y a des associations à caractère scientifique, il y a des défenseurs des droits de l'homme, et les deux en particulier qui se sont, ou que la communication gouvernementale a fait émerger dans l'opinion, c'est ICG et Amnesty International. Et ces deux-là en particulier sont quand même des organisations qui ont par ailleurs une certaine réputation. Donc je pense qu'il faut se positionner un peu différemment par rapport à leur production. Si je considère le rapport qui a été fait récemment sur l'extrême nord, quand vous le parcourez, moi j'ai un problème de recul et de distance. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est très court entre la collecte des idées, la collecte des données et la production du rapport. Donc du coup, je me demande si effectivement on n'est pas simplement dans une synthèse d'opinions qui sont finalement articulées de manière à leur donner une certaine forme de crédibilité, ou en termes de présentation à leur conférer une forme de rigueur qui peut apparaître scientifique à première vue. Donc c'est la première question qui se pose. La deuxième peut-être observation que je voudrais faire, c'est que il faudrait aussi peut-être comprendre pourquoi on s'intéresse au Cameroun. Et ça me semble absolument indispensable. On s'intéresse au Cameroun aujourd'hui, que ce soit ces ONG, que ce soit les pays amis, que ce soit les organisations internationales, parce que le Cameroun est quand même, avec le Mexique, avec la Turquie et avec l'Ukraine, ce qu'on appelle en géopolitique un pays pivot. C'est un pays qui est à la charnière entre deux importantes régions africaines, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. D'un côté, 400 millions de personnes en Afrique de l'Ouest d'ici 2020, de l'autre, à peu près 150 millions de personnes si vous élargissez à la RDC et à l'Angola. Donc c'est un pays dont la stabilité dépend du contexte régional, mais c'est aussi un pays qui est aujourd'hui dans une sorte d'axe de crise où il reste le seul pays debout. Et je pense qu'il y a... Est-ce que vous pensez, comme une certaine opinion nationale, qu'il s'agit que derrière ces ONG se cachent des personnes qui voudraient faire main basse sur les richesses du Cameroun? Non, je pense qu'il faut lire l'actualité et la production de ces acteurs, de ces key opinion leaders à un autre niveau. Il faut la lire dans un texte vraiment de lancement d'alerte, comme l'a souligné M. Tanier tout à l'heure, parce que c'est très important aujourd'hui de comprendre que le Cameroun, dans sa position de pivot et dans le contexte volatile, sécuritaire dans lequel il évolue, doit faire l'objet d'une attention particulière parce qu'il est le verrou aujourd'hui en termes de stabilité de deux sous-régions. Et ça, c'est très important. Alain Somo, bonsoir. Bonsoir, les presses. Alors, Christian Pout a commencé à parler tout à l'heure, non, c'était plutôt Emmanuel Tangara qui a commencé à parler tout à l'heure de la méthodologie utilisée. Vous pensez que la crédibilité de ces rapports dépend de la méthodologie que ces ONG ont utilisée? Tout à fait. En plus de la méthodologie, je vais interroger à la fois
des facteurs liés à l'histoire, des facteurs méthodologiques bien entendu, et des facteurs liés même au financement de ces ONG. Je vais commencer par l'histoire. Il faut indiquer que dès le début des années 1960, ces ONG qui font partie, n'est-ce pas, des systèmes d'alerte précoce non gouvernementaux, parce qu'à côté d'eux, il y a également des systèmes gouvernementaux, des systèmes interétatiques. Ces ONG donc ont effectivement eu une certaine crédibilité, surtout dans un monde où la mouvance Est-Ouest, n'est-ce pas, prêtait à plusieurs conflits. Ces ONG ont pu prévenir plusieurs conflits, mais au fil du temps, on a pu constater que, surtout avec la fin de l'antagonisme Est-Ouest, les ONG se sont lancées, d'abord ils sont multipliés, et puis elles se sont lancées, n'est-ce pas, beaucoup plus dans d'autres marchés, notamment le marché tiers-mondiste, le marché africain et autres. Et ont commencé progressivement à perdre la crédibilité, surtout que même les donneurs estiment que ces ONG sont, pour la plupart, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, pratiquement, parfois à charge, contre certains États, et peuvent donc parfois les mettre à mal, eux-mêmes, ces donneurs-là. On va revenir sur les donneurs tout à l'heure. Au niveau épistémologique, je pense qu'il y a un problème de